tous. Donc effectivement, cette table ronde, le thématique, c'est le recrutement. On va commencer quand même, on va aborder 3 thématiques, parce que qui dit recrutement, il faut aussi parler de la valorisation des métiers d'art, mais commençons d'abord par quand même le cœur. On ne peut pas y avoir de stratégie d'information pour améliorer le recrutement sans parler des vrais enjeux, qui commencent quand même par la partie de la formation, les enjeux de formation. Et je me tourne pour commencer cette table ronde vers Bénédicte Épinay, déléguée générale du comité Colbert. Et surtout, pour quelles raisons? Parce que, comme vous le savez, dans les métiers d'art, il y a en grande partie les métiers du luxe. Et j'aimerais, Bénédicte, qu'avant de parler des différentes thématiques de cette table ronde, on entre dans le vif du sujet en partant peut-être d'un constat qui est un peu un tour d'horizon, un état des lieux des métiers d'art. Est-ce qu'on peut un peu partir de l'idée de quels sont ces métiers d'art dans le luxe? Ils sont essentiels. Et quels sont les besoins aujourd'hui pour parler après sur le recrutement? Merci Virginie. Bonjour à toutes et à tous. Alors juste 2 mots pour le comité Colbert, pour ceux qui ne sauraient pas voilà, ce que représente le comité Colbert. C'est une association créée en 1954 par Jean-Jacques Guerlain et qui aujourd'hui rassemble 93 maisons de luxe parmi les plus belles et également 18 institutions culturelles. C'est important de le rappeler parce que tous ensemble, effectivement, on représente une grande part de ces métiers d'art. Alors les métiers d'art, Luc pourrait en parler aussi bien que moi, représentent 281 métiers en France et dans le luxe, nous en rassemblons à peu près 130. Voilà, le luxe en France, c'est 1 million d'emplois. On va dire que sur ce 1 million d'emplois, à peu près 40% sont des métiers manuels, des métiers de production. Et ce sont des métiers qui sont aujourd'hui en tension, en grande tension, puisqu'on peut dire que dans nos ateliers, dans les ateliers de nos maisons, les savoir-faire sont détenus par une génération qui est née dans les années 60 et qui donc partira à la retraite dans les années à venir. Et donc, il est urgent aujourd'hui de les remplacer, et d'autant plus urgent que pour faire un bon joaillier, pour faire un bon maroquinier, il faut 5 à 10 ans de pratique. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Et moi, j'ai le sentiment que, effectivement, les choses sont en train de bouger, les lignes sont en train de bouger, et parce que tous ensemble, on donne de la visibilité à ces métiers. Parfait. Et donc, je me tourne également vers Alexandre, puisqu'on parle du luxe. Alexandre Bockel, donc, est-ce que vous pouvez revenir sur l'idée que vous défendez? Chez LVMH, vous parlez de métier d'excellence. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi cette expression de métier d'excellence pour parler des métiers d'art? Alors, merci de me donner la possibilité de clarifier, Exactement. puisqu'on est sur les métiers d'excellence et on est sur les rencontres économiques des métiers d'art. Mais bon, on parle de la même chose. Le constat de ce que sont les métiers d'excellence, il a été fait il y a 10 ans. C'était vraiment l'envie de M. Bernard Arnault de se dire quels sont les métiers qui font l'unicité du groupe LVMH et qui sont autour de la chaîne de valeur. Et pratiquement, ces métiers, c'est le rassemblement de 3 grands secteurs. Les créatifs, donc ceux qui pensent les produits et les expériences. Un designer, par exemple. Un nez pour les parfums. Premier métier, premier secteur. Deuxième secteur, tous ceux qui fabriquent les expériences, donc nos artisans. Ça va être un maroquinier, un couturier, un joaillier, un horloger. Et puis le troisième secteur qui pour lui était un secteur qu'il fallait rattacher à tout prix à cet ensemble, qui sont les gens qui garantissent l'expérience client. On a vu ce matin que voilà, il y a un savoir-faire et un savoir-être dans la vente qui est capital, et les gens viennent dans les maisons de luxe aussi parce qu'il y a une expérience hors norme qui leur est proposée. Et donc les métiers d'excellence regroupent tous ces métiers et pratiquement, alors on n'a pas 281, mais on a 280, on l'a pas fait exprès, il nous en manque un, on ne sait pas lequel c'est, mais on a 280 sur les métiers d'excellence qui sont présents dans le groupe LVMH et sur lesquels nous depuis 10 ans on a une action très très forte. Parce qu'on va en parler, j'imagine, mais ces métiers-là, ils ont beau être magnifiques, ils ont beau être dans le patrimoine, on a du mal à attirer encore maintenant les jeunes pour aller vers ces métiers. Parfait, c'est toute la problématique d'ailleurs de cette table ronde. Alors, Marc Bayard, en fait, justement, les métiers d'art, ce n'est pas que le luxe, vous êtes bien là pour en parler, donc au Mobilier National. Est-ce que vous pouvez expliquer quelle est votre approche de ces métiers? Et aussi, quand on parle de stratégie de recrutement, on a parlé un peu ensemble en amont, et je trouve que vous soulignez parfaitement le fait qu'il faut aussi savoir pourquoi on recrute. À quoi ça correspond? Parce qu'en fait, ça regroupe des métiers très différents, une diversité de métiers, mais aussi des fonctions
et entre public et privé, bien évidemment, aussi des tâches qui sont totalement différentes. Tout à fait. Alors je vais faire comme Bénédicte, rappeler un peu ce qu'est le Mobile National. C'est on le dit couramment, c'est le garde-meuble de la République française qui a été fondé par Louis XIV et qui, depuis 4 siècles, ne fait que de la création contemporaine depuis 4 siècles, avec des métiers à la fois de création et de restauration. C'est à peu près 350 agents, dont 250 techniciens d'art, avec plus de 26 métiers d'art représentés. Et à terme, c'est-à-dire dans quelques mois, le rapprochement avec Sèvres, donc on va devenir une entité unique. Les manufactures nationales, pour l'instant c'est le nom de code, ce ne sera pas le nom définitif, avec là un élargissement sur les arts de la table et les arts décoratifs. Nous avons chacun des établissements, des écoles en son sein, l'école de Sèvres ou l'école des arts textiles au Mobile National, et nous sommes là d'abord avec une certaine légitimité historique, mais aussi dans une complémentarité avec notamment les industries du luxe. C'est vrai qu'il faut quand même se rendre compte de l'immense chance que nous avons en France d'avoir la première puissance mondiale du luxe. Ça draine énormément à la fois de créativité, de richesse, mais aussi d'employabilité et de développement territorial. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que se poser la question, on parle de recrutement, mais peut-être dans un esprit synthétique, peut-être un peu forcé, mais je dirais qu'il y a 2 modèles qui ne sont pas concurrents, mais qui sont 2 orientations importantes. Soit c'est un recrutement vers une éthique, j'allais dire, de l'offre, donc pousser les métiers d'art vers le créateur, donc l'artisan d'art artiste, ça c'est un des aspects, soit c'est plutôt s'orienter vers la demande, donc c'est créer des métiers d'art qui répondent plutôt à une offre d'ouvriers d'art spécialisés, donc plus en quantité. Donc on voit bien que ces 2 orientations, l'offre ou la demande, ça ne va pas orienter exactement de la même manière un jeune qui va être dans la première hypothèse va aller jusqu'en DNMAT, va peut-être aller jusqu'en DSA et éventuellement jusqu'à une thèse, puisqu'il y a des parcours de thèse. Le deuxième cas va être plutôt vers le CAP en 1 ou 2 ans en formation de base, puis après évidemment plusieurs années pour complètement maîtriser. Donc voilà un panorama un peu large. Est-ce que vous considérez que c'est vraiment sur ce point où il faut aussi clarifier auprès de la jeunesse, expliquer que cette demande elle est quand même très différente justement entre les... Oui, en sachant que l'un n'est pas fermé à l'autre. Ouais, c'est-à-dire un jeune qui rentre en ouvrier d'art dans une entreprise peut, c'était pas le cas il y a 10 ans, peut, tout au long de sa vie, modifier son parcours. Nous, un exemple très tout bête, au Mobile National, jusqu'à 4 ans, on rentrait dans l'école de formation sans diplôme, donc on était formé 4 ans, on faisait une carrière de 20, 30, 40 ans, et au bout, si on voulait changer, on ne pouvait pas. Aujourd'hui, avec le système du DNMAD, avec le système d'équivalence, on peut faire un CAP, on peut faire un BAMA, on peut faire un DSA, tout au long de sa vie, pour justement faire des vrais parcours de formation et de faire des vrais parcours d'évolution. Et ça, c'est quand même une chance de pouvoir se dire qu'un jeune de 15-16 ans qui ne se voit pas dans un métier de conception, mais plutôt dans un métier de réalisation, vous avez bien vu ma manière de faire la distinction entre l'intelligence et la main, hein, l'un n'est pas supérieur à l'autre, mais l'un est différent de l'autre. On peut rentrer en tant qu'ouvrier d'art spécialisé et petit à petit, en reconversion professionnelle, augmenter et devenir aussi un artisan artiste, un artisan plus singulier. Alors, habile transition en parlant justement de l'or dans les mains. Donc, je me tourne vers Gabriel Légéré, qui a donc créé cette association avec ce nom magnifique. Bravo. Est-ce que vous pouvez, nous expliquer quelle a été votre démarche, puisque vous vous adressez quand même à des très jeunes pour justement leur ouvrir, et dans le recrutement, vous estimez qu'il faut vraiment agir très tôt pour un éveil, entre guillemets, à ces métiers qu'on connaît mal? Oui, tout à fait. La mission de l'association, c'est de placer l'intelligence manuelle au cœur du système éducatif. Aujourd'hui, on est dans un système éducatif qui a beaucoup de qualités, mais aussi quelques défauts, et notamment du fait de ne valoriser que l'intelligence académique. C'est-à-dire que les jeunes, pendant toute leur scolarité, la seule façon de réussir qu'ils vont percevoir, les seuls modèles de réussite, c'est de faire des études supérieures et c'est de réussir théoriquement un exercice de maths, un exercice de français, un exercice de physique-chimie. Et donc, on peut pas, ça me paraît très compliqué de dire à un élève en 3e « Ah, mais tu sais, tu peux être boulanger ou ciseleur », alors qu'à aucun moment donné, on a valorisé cette compétence manuelle au sein de son parcours. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle chez De l'or dans les mains, c'est de déployer des dispositifs pédagogiques au sein des établissements scolaires en lien avec le programme scolaire, où les jeunes vont avoir une quinzaine d'heures de pratique avec des artisans, où ils vont fabriquer des objets, mais toujours en lien avec une notion de programme scolaire. Donc, par exemple,
ils vont fabriquer un nichoir en bois avec un menuisier en lien avec leur programme de géométrie pour qu'ils comprennent que finalement, leurs mains, c'est le prolongement de leur tête et que finalement, peut-être que comme ça, on va à la fois susciter des vocations, mais aussi montrer qu'il y a d'autres formes de réussite, peut-être montrer aussi qu'il y a d'autres formes d'apprentissage et que même si aujourd'hui, on est dans un système scolaire qui est fait pour une seule typologie du cerveau, on a quand même beaucoup d'études scientifiques qui montrent qu'aujourd'hui, on peut apprendre différemment. Et puis en fait, donc, au-delà même de susciter des vocations, je pense qu'il y a vraiment la question de la santé mentale des jeunes, de la santé physique aussi. Aujourd'hui, il y a des gros problèmes de motricité fine. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui arrivent en troisième et qui ne savent pas faire beaucoup de choses de leurs mains. On peut même parler de beaucoup plus tôt. Pianoter sur les portables peut-être, mais pas avec la dextérité. La surexposition aux écrans y contribue beaucoup parce que finalement, on a créé une génération d'enfants d'intérieur qui sont urbanisés, qui vont rapidement au parc et où les crèches sont aseptisées et où finalement, mis à part se confronter à du plastique et à des tatamis, savoir comment réagit la terre sous la pluie, comment réagit le bois quand on le caresse, quand on le polit, ils ne savent pas. Et on a donc des problèmes de motricité fine. On a des enfants qui arrivent en école primaire et qui ne peuvent pas apprendre à écrire parce qu'ils n'ont pas les doigts assez musclés pour apprendre à dessiner les lettres avec leurs mains. Et nous, on le voit même à 13-14 ans. Et on le voit beaucoup plus dans des établissements urbains que des établissements ruraux. Faire découper un rond, même avec un ciseau dans un carton épais, c'est compliqué. Donc je pense que si on veut que les jeunes aillent de nouveau vers ces métiers-là, il faut vraiment changer les imaginaires, les modèles de réussite. Et ça vient très tôt. Et ça vient aussi par les apprentissages qu'on va promouvoir dans notre système éducatif. Et si je puis me permettre, vous avez donc une démarche très originale qu'il faut quand même saluer parce que je pense que ça n'a jamais été fait auprès de l'éducation nationale précédemment, cette démarche-là que vous avez. Et surtout, il me semble que l'association, vous l'avez lancée juste avant la pandémie, c'est-à-dire que, sans nous bombarder de chiffres, est-ce que vous pouvez dire un peu le nombre d'actions que vous avez menées? Parce que je crois que c'est quand même assez phénoménal, donc ça mérite aussi d'être salué. Bon, je crois qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Oui, mais personne ne l'avait fait avant. Si, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui... Enfin, je veux dire, les compagnons... Pas à cette échelle-là, oui, les compagnons le font depuis longtemps. L'Institut pour les savoirs français a un programme aussi de découverte. Nous, on essaie vraiment de travailler main dans la main avec les enseignants parce qu'on pense que cette pratique manuelle, elle nourrisse les savoir-faire fondamentaux. Donc, quelques chiffres. Moi, je trouve que les chiffres, ça ne veut jamais dire grand-chose parce que je pense que ce qui est important, c'est quand même la qualité, même si j'espère qu'un jour... Ou l'ancrage régional, parce qu'en fait, vous avez eu des actions très diverses. On est dans 6 régions, ça touche à peu près 4000 jeunes par an, donc ces 4000 jeunes ont accès à un programme d'une quinzaine d'heures. Ils sont en classe de 5e, parce qu'en 5e, ils ne sont pas encore pénibles comme les adolescents. Et ils ont encore cette capacité d'émerveillement issue de la primaire. Et donc ça représente une quarantaine d'établissements scolaires. 130 enseignants mobilisés et 500 artisans qui travaillent avec nous et qui du coup sont accompagnés et formés par nous pour apprendre à concevoir un atelier pratique pour des 5e avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir dans un établissement scolaire. Alors avec ce chiffre des 500 artisans, je vais pouvoir m'adresser à Luc Le Sénégal, vous venez en fait avec 2 casquettes, il faut quand même le dire, en tant que président de Saint-James et aussi en tant que défenseur de l'Institut pour les savoir-faire. Exactement, en premier lieu, plus en tant que PDG. Ouais, L'Institut a 130 ans, donc ça fait 130 ans que l'Institut s'occupe des métiers d'art, même si on vient de changer de nom pour élargir un petit peu le domaine de compétences. Et j'interviens aussi en tant que président de Tricot Saint-James avec exactement la même problématique. C'est-à-dire, avant tout, comme l'a signalé Bénédicte, les métiers d'art ne concernent pas uniquement le luxe, même si le luxe est un moteur, mais beaucoup d'entreprises dites premium, je prends l'exemple du secteur du prêt-à-porter, vous avez les marques de luxe, puis en dessous vous avez les marques premium comme Saint-James. Et la problématique, c'est que dans plus de 41% de ces entreprises, le savoir-faire est détenu par des personnes qui ont plus de 55 ans. Donc il y a un problème de recrutement et de remplacement. Et au niveau de Tricot Saint-James, pour faire alors je fais un petit peu de pub, mais voyez-y que de l'information. Par exemple, pour faire un pull, il faut
21 km de Chine, et le pull passe entre 18 mains pour le savoir-faire. Et chaque savoir-faire, en couture ou en modélisme, etc., c'est 18 mois de formation. Donc, je suis là pour essayer de témoigner ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise et quelles recettes on a mises en place pour attirer ces jeunes. Voilà. Et surtout, donner... je prends toujours l'exemple chez moi, ma directrice des ateliers, qui est membre du CODIR, a commencé comme couturière. Donc il faut aussi donner de la motivation aux jeunes, voilà, et ouvrir nos entreprises, et on verra les différentes recettes qu'on a mises en place, soit au niveau national, soit au niveau régional, soit au niveau même, c'est l'affaire de chaque entreprise. Parfait, merci à vous en tout cas. Je vous en prie. Et donc, ce qui dit effectivement recettes, méthodes pour sensibiliser au recrutement. Avant d'aborder cette question, j'aimerais un peu aussi refaire un tour de table pour expliquer où sont en fait les pénuries, parce que si on a tant besoin de recruter et d'être efficace, c'est bien parce que le problème, malheureusement, est très important dans tout le secteur, que ce soit le luxe ou les affaires publiques, ou, enfin les commandes publiques. Est-ce que, alors, Marc Badiard, on a parlé ensemble de quelque chose que moi j'ai un peu découvert avec vous, c'est ce qualificatif de métier d'art orphelin. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est, comment vous les identifiez et quels sont les besoins par rapport à ces métiers ? Oui, parce qu'il y a, en fait, il y a une première question. Je pense que dans la salle, vous dites métier d'art, et en fait, tous, vous allez avoir un moment de trouble en se disant c'est quoi le métier d'art, et tout de suite va vous se dégager une idée, un métier que vous connaissez. En fait, c'est 280 métiers avec beaucoup de métiers qui sont peu connus et ont une certaine difficulté à identifier. C'est pour ça qu'au Mobilier National, on propose une tripartition avec le sur soi, chez soi, autour de soi. Les métiers du sur-soi, c'est tous les métiers de la mode, maroquinerie, vêtements, parfums, bijouterie et autres. Le chez-soi, c'est tous les métiers de la décoration. J'aime bien préciser mobile et moins mobile, hein, aussi bien la décoration automobile, navire, avion, que évidemment la décoration chez soi. Et enfin, le autour de soi, qui concerne les problématiques plutôt de la ville ou autre. À partir de ça, quand on a dit ça, on voit bien qu'il y a des effets de masse importants. Un ébéniste, pas le plus compliqué, les tapissiers, c'est pas plus compliqué, c'est pas les métiers les plus rares, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement, à la fois, qui sont des métiers rares, mais métiers rares parce que tomber dans l'oubli ou dans la désuétude totale, souvent je le dis, un sculpteur sur ivoire, à partir du moment où l'ivoire est interdit de consommation, d'utilisation, ça devient compliqué. Ou même dans l'ébénisterie, l'écaille de tortue, sculpteur sur écaille de tortue, c'est compliqué. Mais en revanche, il y a un domaine qui est plus compliqués, qui sont des métiers rares, mais orphelins de formation, c'est-à-dire que ce sont des métiers qui sont très importants pour des industriels. On pense souvent, un exemple, c'est l'encarteur dans les métiers textiles. Il y a certaines entreprises qui sont des fabricants textiles traditionnels, et il y a un métier extrêmement important qui permet de passer du dessin du designer à la programmation de la machine manuelle. Cet métier d'encarteur, il n'y en a quasiment plus en France. Et ne plus avoir de formation dans ce secteur-là, c'est condamner ces PME à disparaître ou à transformer complètement leur outil de production. Et la demande, c'est 2, 3, 4 métiers. Et c'est là où le CFA métier orphelin va se positionner, un acteur public, va être à l'écoute des demandes. Et c'est pas évident de distinguer ce qui est métier rare et ce qui est métier orphelin. C'est justement porter des formations sur ces 2, 3, 4 personnes nécessaires dans les années qui viennent pour pouvoir les former aux besoins de l'entreprise. En termes de nombre, on sait à peu près combien? C'est quelque chose qui vient d'être décidé il y a quelques mois, donc c'est en cours de formation. Donc là, il faut les identifier, il faut voir exactement. Bon, ça va être, excusez-moi la mauvaise expression, un petit cheptel. Hein, c'est quelques dizaines, c'est pas énormément, mais ça va être des métiers qui sont extrêmement importants pour des industriels. Alors là aussi, on ne pourra pas porter toutes les demandes, mais au moins tout ce qui nous concerne à nous, c'est autour de l'ameublement, autour des arts de la table, puisqu'il y aura Sèvres derrière. C'est une certaine demande. En tout cas, c'est essayer d'identifier ces métiers qui sont extrêmement importants pour l'activité économique et qui sont en faiblesse de formation. Très bien. Et d'ailleurs, il y aura je me permets d'intervenir. Oui, en commun, on a porté par l'Institut et on a fait une étude qui s'appelle Les éclaireurs, qui va justement faire un état des lieux tout autour de ça, et l'étude va paraître en septembre. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde autour de la table y a participé. Donc on aura un vrai état des lieux de tous ces métiers.
Est-ce que c'est aussi un motif de satisfaction, le fait qu'aujourd'hui, est-ce que ça a changé ces dernières années, le fait que vous soyez vraiment en coalition? On voit vraiment, vous travaillez tous ensemble, on travaille sur des étroitement événements. ensemble, dans des secteurs différents. Le avec luxe, des approches premium. aussi différentes et complémentaires, j'imagine. Oui, le comité Colbert est aussi membre du conseil d'administration. Enfin, on travaille en commun pour justement réhabiliter tous ces métiers, les développer, engager la jeunesse et pour la pérennité de l'entreprise. Parce que derrière, il y a l'économie. J'aime bien le thème de ces rencontres. Quand on n'est pas dans le luxe, mais dans le secteur premium, pour des raisons complètement sociétales, on ne pourra pas être plus compétitif en France qu'à l'étranger. Donc on est compétitif par la qualité. Par la qualité, ouais. Et la qualité, souvent, la France a un savoir-faire qui est un savoir-faire humain. Et la qualité est la résultante de ces savoir-faire, de tous ces métiers. Voilà. Et on se bat tous autour de la table, sur la scène, pour défendre ces métiers-là. Et on a besoin aussi du luxe qui a aussi des moyens, mais qui entraîne les autres. Il faut toujours des Bien locomotives. Voilà. Alors, en parlant du luxe, donc je me tourne vers Bénédicte. Est-ce que ça a été vraiment un des engagements dès votre arrivée juste avant la pandémie? Donc, c'était sans doute pas la période la plus aisée. Pendant la pandémie. Pendant la pandémie. Mais en tout cas, ça fait vraiment partie de ce défi sur la formation, sur le fait de travailler en commun et de lancer des opérations de sensibilisation. Ça a été vraiment un de vos premiers défis quand vous êtes arrivé à la moi, tête ce qui du m'a Comité frappé, Colbert. effectivement, il y a 4 ans, c'est qu'il y a 4 ans, je ne suis pas sûre qu'on aurait été capable de faire cette table ronde ensemble. Il y a 4 ans, personne ne parlait à personne. Le luxe était quand même un peu le grand méchant loup. On considérait que les ouvriers d'art du luxe n'étaient plus des ouvriers que des artisans. Et voilà. Et donc, il y a eu vraiment un travail des uns vers les autres qui a été fait. Moi, je suis très fière que l'on participe à cette étude Les Éclaireurs, qui a aussi permis, donc on aura vraiment cette cartographie des métiers d'art en France. On y travaille en tout cas ardemment. Et effectivement, ça a permis de se dire que les métiers d'art recouvrent des formes très différentes, et Marc l'a très bien rappelé, de l'ouvrier qualifié qui fait un geste artistique mais répétitif dans nos maisons, jusqu'à l'artisan d'art seul dans son atelier, artiste, qui fabrique des pièces uniques, qui transforme la matière ou pas. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, on est capable tous ensemble effectivement de parler d'une même voix. On se voit tous très fréquemment. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'avenir de ce secteur. Pardon, j'ai oublié la question du coup. Non, c'est parfait. C'était sur la formation et sur l'engagement d'opérations communes. Donc, oui. Alors je voudrais juste rebondir sur ce que disait Gabriel tout à l'heure, parce que c'est effectivement très important le travail que fait Gabriel d'amener cette pratique manuelle dans les écoles qui a disparu. Moi, de mon temps, on faisait encore des travaux manuels. Et c'était vraiment une heure joyeuse qu'on avait dans la semaine. Et alors peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais l'événement que l'on a créé, qui s'appelle les Demain du luxe, est quelque part un revival du travail manuel, mais en puissance 10 000. Et franchement, de voir tous ces jeunes, puisque encore le week-end dernier, on était avec nos amis des meilleurs ouvriers de France à Lyon, on a reçu des enfants de CE2, de CM1, de CM2, les voir s'activer, à broder, même des petits garçons. Il n'y a pas de sexe du tout. C'est vraiment des activités non genrées. Se mettre à broder sur un atelier et de voir avec quelle joie ça leur procure, c'est formidable. Voilà. Et alors, pour avoir bien écouté la table ronde de ce matin à laquelle participait le président des meilleurs ouvriers de France, je trouve que c'était assez touchant qu'il parlait de votre opération à Lyon, en disant que justement cette opération à Lyon, elle permettait aussi à un public, donc on est pile dans le thème du recrutement, à sensibiliser et souvent à ce que ce soit des parents ou des jeunes découvrent des métiers. Et ça, Bénédicte Épinay, vous parlez d'opération des Demain du luxe pour y avoir assisté. J'ai vu ça
ça. J'ai vu vraiment des jeunes qui découvraient des nouveaux métiers. Alexandre, pour prendre le relais avec aussi le luxe, est-ce que vous pouvez expliquer quelle est votre démarche, vous, pour sensibiliser? Parce que vous avez aussi des projets qui sont aussi des lieux en dehors des opérations. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer la démarche des métiers d'excellence chez Déjà, LVMH? juste pour point de vue d'LVMH, sur ce sujet-là, il y a vraiment une époque qui est totalement révolue. Et c'est aussi la raison de l'engagement qu'on peut avoir sur le terrain. Il y a déjà plus d'une dizaine d'années, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus attendre que les candidats viennent taper à nos portes. Il y a sûrement eu une époque, il y a 20 ans, où Vuitton avait le luxe de pouvoir attendre qu'un maroquinier se présente pour entrer dans un atelier Louis Vuitton. Pareil chez Christian Dior Couture. Et ça, c'était un format qui marchait jusqu'à présent. Depuis plus de 10 ans, on se rend compte que les gens ne viennent plus naturellement. Alors, c'est dû à deux choses. C'est dû, une première chose, au fait que le monde du luxe est en croissance. C'est quand même une super nouvelle pour l'industrie française. Bénédicte l'a rappelé, mais c'est quand même une des grandes forces du territoire français. Et cette croissance fait qu'on a des besoins, et ces besoins, on n'a pas les talents pour les remplir. Donc il y a déjà ce premier constat. Le deuxième, il y a quand même une vraie fracture générationnelle qui s'est passée, c'est-à-dire que je pense, et je crois qu'on est tous responsables depuis de nombreuses décennies de comment on a parlé des métiers d'art pendant très longtemps. C'est-à-dire, Gabriel l'a souligné, pour moi il y a vraiment deux raisons. La première, c'est qu'à un moment, on a créé une hiérarchie entre les métiers industriels et les métiers intellectuels, entre guillemets, et les métiers manuels, alors que cette frontière n'a aucune raison d'être, mais ça a créé des flux totalement disproportionnés et qui font qu'il y a des générations, dont la mienne, qui sont passées à côté de leur vocation et qui le découvrent très très tard. Et on a des exemples en permanence. On a dans notre promotion de l'année dernière une personne qui était à Sciences Po, qui fait une formation en joaillerie. Voilà. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait découvert ce métier à 24 ans. Pourquoi on en arrive à ce constat-là en France? Et le deuxième sujet, c'est aussi une responsabilité de communication. Je pense que les métiers d'artisanat ont longtemps été conçus comme un sanctuaire, c'est-à-dire comme, et d'ailleurs très souvent mis en lumière dans des vidéos de maisons de luxe et de haute qualité, c'était que d'un coup c'était le lieu où les gens étaient dans une espèce d'antre caché, on valorisait cette espèce de presque de détachement de la société. Et maintenant, quand on parle aux jeunes, et voilà, on participe aussi au Demain du Luxe, mais aussi à une tournée des métiers qui s'appelle You and Me en France. Et la première chose que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas de visibilité de ces métiers. C'est-à-dire que la visibilité sociale de ces métiers est quasi inexistante. Et les jeunes découvrent comment sont faits les objets, mais très pratiquement. Quand ils voient une robe de chez Dior, ils ne savent pas que c'est fait comme ça. Ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un derrière. Donc cette responsabilité-là, elle arrive à cette pénurie à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que vous parliez de besoins, mais nous on arrive à 3500 besoins cette année. Et avec honnêtement très peu de chances qu'on arrive à trouver les talents, encore une fois cette année, pour les remplir. Et c'est ce qui fait dire que... voilà, la semaine prochaine... Vous entendez? C'est bon. On va avoir Dior qui fait un défilé haute couture. Hop, switch. Dior qui va faire un défilé haute couture. Monsieur Arnaud rappelait qu'on a la chance d'avoir une maison qui est extrêmement attractive, mais on refuse des commandes dans les ateliers parce qu'on n'arrive pas à former des couturières pour pouvoir répondre à la demande. Donc voilà, c'est un vrai enjeu en France, et c'est pour ça qu'on est tous réunis. Et voilà, on se disait même avant qu'on se voyait trop souvent tous, mais c'est exactement pour ça qu'on se voit. C'est parce qu'en fait, on sent qu'il va falloir qu'on intervienne à tous les niveaux de la société, au collège, pour sensibiliser sur des événements ponctuels comme les Demain du Luxe, You and Me, ce que fait aussi Van Cleef & Arpels, Hermès, qui sont autant d'événements qui sont très importants pour aller rencontrer les publics sur les places de village, dans les marchés, dans les gymnases, peu importe, et jusqu'à la formation. Mais voilà, on est vraiment arrivé à un état critique de l'attraction et de la formation de nos futurs talents. Alors, je crois qu'il y a aussi un prix qui s'appelle le prix de l'intelligence de la main, qui a été créé par la Fondation Bettencourt-Schuller et qui a été créé donc il y a 25 ans. Donc, c'est quand même dire aussi le chemin parcouru, je pense. Donc, Bénédicte, tu veux peut-être ajouter quelque chose là-dessus sur les nombreuses initiatives. Effectivement, il y a quand même secteur. beaucoup d'initiatives dans l'industrie du luxe depuis longtemps. Mais voilà, on arrive à un point de visibilité aujourd'hui. Effectivement, le prix de l'intelligence de la main existe depuis très longtemps. Avec la Fondation Bettencourt, d'ailleurs, on a la chance tous ensemble de participer à l'étude L'éclaireur, donc avec la Fondation Bettencourt, le ministère de la Culture
qui est aussi autour de la table, la Fondation Terre et Fils et nous-mêmes. Donc voilà, on a quand même aujourd'hui beaucoup d'industriels et de fondations qui sont présentes sur ce sujet-là. Je pense à Chanel, dont on n'a pas parlé, mais qui aussi est présente depuis 1985 avec une autre stratégie qui était celle de créer une société par affection pour racheter des sociétés de métiers d'art qui, sans Chanel, auraient probablement périclité. LVMH fait aussi la même chose. Voilà, donc il y a une forme quand même d'ébullition et d'émulation qui se passe. Et cette ébullition, elle existe aussi, alors, par rapport... Est-ce que vous pouvez parler de l'action des manufactures, quand même? Parce que c'est aussi... Il y a des grands changements actuellement, et c'est important d'en parler aussi, parce que vous êtes très engagé pour justement développer... Tout à fait, grâce notamment à une maison de luxe qui est Chaumet, on a créé le Petit Mob, qui a dépassé ses objectifs dès la première année, puisqu'on est à 5000 enfants par an à sensibiliser de 6 ans à 12 ans. On fait des opérations avec Gabriel, alors on reviendra peut-être tout à l'heure. Donc en fait, il y a un changement profond des mentalités des parents, des enfants évidemment, et du corps enseignant. Et je crois qu'il y a ce qu'il faut bien, pour moi, la manière dont on peut voir les choses, c'est que certes, on va vers une virtualisation de plus en plus forte, mais, et désolé de le dire en même temps, c'est d'actualité, un retour au réel, une envie de réel. Il y a une étude très intéressante présentée par le comité Colbert sur la question des jeunes et le luxe, et on voit qu'en France, l'attachement au retail, c'est quoi? C'est la capacité à rentrer en boutique et à voir le vrai. Et en fait, peut-être que c'est tout notre pari qui doit être gagnant. C'est-à-dire que montrer le réel des savoir-faire, des matériaux, avec tout le discours qui est derrière, du développement durable, des lieux de production, des matières premières, tout ça est profondément culturel. Ce n'est pas qu'économique. C'est là où les jonctions se font. C'est pour ça qu'on s'entend en fait très bien. Est-ce qu'on peut parler aussi un peu plus précisément, alors peut-être avec Gabriel, d'aussi le type d'atelier que vous menez aussi avec les scolaires? Je pense à le projet tapisserie que vous avez, si vous pouvez peut-être... Oui, on lance en septembre un programme qui s'appelle Je tisse Picasso, qui va permettre d'ici 3 ans à 1000 jeunes de tisser main dans la main avec les manufactures nationales, donc les manufactures de tapisserie, comme celle de Beauvais, comme la Cité internationale de Busson, une œuvre collective de Picasso. Donc ça veut dire que ce sont des licenciés qui vont intervenir dans des établissements scolaires et qui vont faire tisser à chaque jeune un petit bout d'une tapisserie, donc un petit bout de Olga, qui ensuite seront tous cousus entre les uns et les autres et représenteront une immense tapisserie d'une œuvre de Picasso. Donc ça fait partie des programmes d'éducation artistique et culturelle que l'on mène. Alors là, c'est sur un métier et un savoir-faire précis, mais ce qui est absolument formidable, c'est que ça permet de balayer aussi toute une histoire culturelle, l'histoire des manufactures nationales. Nous, on s'adresse beaucoup à des élèves, des jeunes des zones rurales. Quand on parle de Busson, on est dans la Creuse, parce que c'est très important de montrer l'ancrage régional qui était évoqué d'ailleurs dans une table ronde. Et c'est important de montrer à ces jeunes qu'en fait, là où ils grandissent, parce que quand on habite dans une zone rurale, on crée beaucoup de frustration parce qu'aujourd'hui, en fait, les modèles de réussite, c'est regarder Netflix et de voir qu'en claquement de doigts, on peut faire Tokyo, Paris, New York et descendre aux Zara en bas de chez soi. Et je crois qu'il faut ramener de la fierté. Ça changera peut-être aussi un peu des votes politiques, de se dire que finalement, chez soi, on a des savoir-faire, on a une histoire. Et une excellence dans ces domaines. Alors en parlant d'excellence dans ces domaines, est-ce que Luc, vous êtes prêt aussi à parler un peu de votre propre expérience par rapport à ces métiers d'art? Parce que je crois que sur l'ancrage régional, et vous veniez aussi d'un secteur d'activité industrielle différent, donc votre approche est très intéressante par rapport à la reconnaissance des labels d'entreprises vivantes et aussi de cette reconnaissance d'un savoir-faire qui est quand même exceptionnel et peut-être, il faut le rappeler, envié dans le monde entier, c'est quand même pas rien. Oui, alors juste avant, pour compléter tout ce qui a été dit, l'Institut organise aussi les prix Avenir Métiers d'Art. C'est important pour le jeune public. Vous avez aussi les meilleurs apprentis de France, vous avez les Olympiades des métiers. Tout ça, ça fait de l'émulation parmi ces jeunes. Et avant de répondre précisément à ce qui se passe à Saint-James, j'aimerais revenir sur aussi une rencontre qui est organisée par l'Institut, mais avec tout le monde, c'est les GEMA, les Journées européennes des métiers d'art. Sûr. Nous avons organisé cette année, il y a eu plus de 2 300 000 visites d'ateliers, d'entreprises, quelle que soit la catégorie des entreprises et des métiers. Et c'est là où naît l'appétence pour ces métiers. Voilà. Alors, au niveau
au niveau régional et plus particulièrement à Saint-James, moi quand j'ai repris les établissements Saint-James il y a 12 ans, j'ai ouvert l'entreprise aux visites permanentes, sans masquer quoi que ce soit. Puisque mes prédécesseurs disaient, mais non, ouvrir l'atelier, mais on va nous piquer notre savoir-faire. Non, notre savoir-faire est un savoir-faire humain. Donc, à part découper un petit bout de cervelle ou couper une main de nos couturières, je vois pas bien ce qu'ils peuvent faire. Donc, on a ouvert. Au début, très objectivement, ça avait un but marketing. Quand vous visitez l'entreprise, que vous avez vu toutes les étapes pour faire un pull, bon, à la fin, vous avez envie tout de suite d'acheter le pull et vous considérez que le prix est tout à fait abordable. J'aime bien cette traduction non pas de prix, mais de valeur, de l'anglo-saxon value. La valeur, c'est la valeur que l'on met dans l'achat d'un produit. Si on achète un produit de qualité, on l'achètera plus cher, mais la durabilité sera nettement plus que la fast fashion ou autre. Donc ça, c'est une prise de conscience. Et je me suis aperçu, en dehors de cet aspect purement marketing, que c'était un excellent outil pour justement le recrutement. On visite l'entreprise Saint-James, alors vous avez les jeunes qui viennent, qui n'osent pas avouer à leurs parents qu'avoir un métier, entre guillemets, je mets des guillemets, manuel, c'est un petit peu péjoratif, donc ils emmènent les enfants, ils emmènent les parents. Et là, ils s'aperçoivent que Saint-James, c'est pas Zola, qu'il y a une ambiance sympa, qu'il y a des plans de carrière, etc., etc. Donc ça, c'est le premier. Et après, c'est de travailler, je pense que la formation, c'est aussi le rôle des régions. Parce que la mobilité reste quand même assez limitée. Donc il faut que la formation soit liée avec en Normandie, on a la présence, bien sûr, de métiers de luxe, mais c'est la même formation que vous soyez dans la maroquinerie ou l'industrie, entre guillemets, le textile. Bien sûr, il y a des berceaux de savoir-faire. Il y a des berceaux. Il faut que ces berceaux soient plus proches des entreprises pour qu'après, les personnes formées restent dans le bassin de l'emploi. Et il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'écoute, bien sûr avec aussi les organismes de formation, mais malheureusement beaucoup de formations n'existent plus. Donc il faut s'appuyer région et entreprise. J'avais une autre question à vous en tant que chef d'entreprise, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Alexandre l'évoquait, sur le fait aussi de cette grande séparation qu'on a tous connue au collège, au lycée, entre effectivement l'intellectuel et le travail de la main, qui a été quand même très longtemps dévalorisé, et on voit encore qu'aujourd'hui, c'est quand même encore assez problématique. Mais est-ce que, par rapport au constat qu'on faisait ce matin, c'est-à-dire que dans les métiers d'art, il y a aussi beaucoup d'activités qui reposent en fait sur un artisanat très isolé, avec juste un entrepreneur et qui justement n'a pas forcément les moyens de former un apprenti. Est-ce qu'il n'y a pas justement cette nécessité aujourd'hui, et donc informer de cette manière-là, sensibiliser sur des formations entre guillemets doubles? Je crois qu'aujourd'hui, ça existe, à la fois sur l'artisanat, mais aussi, par exemple, avec une école de commerce, parce qu'en fait, ça répond à un besoin. Il y a aussi, pour compléter, on parle aussi beaucoup de reconversion. À Saint-James, un tiers des nouveaux emplois sont des personnes en reconversion de plus de 40 ans, qui avaient des métiers complètement autres et qui viennent. Donc ça, c'était déjà avant le Covid. Bon, ça a été accéléré par le Covid, où les gens ont eu le temps de réfléchir un petit peu à leur avenir. Donc ça, c'est un premier élément. Après, il y a un système aussi qui est sur la formation. Nous-mêmes, on a mis en place nos propres formateurs. Voilà. Donc on emploie les personnes, ça dure 18 mois. Et après, 18 mois de formation. Et c'est un moyen aussi... et on pourrait se regrouper, avoir aussi dans chaque entreprise des formateurs à disposition des entreprises. Ça, c'est un moyen... Je pourrais juste ajouter, parce que Luc n'en a pas parlé, je trouve que c'est un programme formidable. Bien sûr, il y a les GEMA, mais il y a un autre programme qui s'appelle À la découverte des métiers d'art. Ah ben. Tu n'en as pas parlé, j'en parle pour toi. Voilà. On s'entend bien. Hein. C'est un programme formidable parce que ça consiste à, dans une région donnée ou dans une ville donnée, à amener des classes le matin visiter un atelier et l'après-midi visiter le lycée professionnel qui forme à ces métiers, mais qui est dans un arc de cercle de 20 à 30 km. Voilà. Et est-ce que vous avez fait quelque chose dans cette belle région Pardon ? Est-ce que vous avez fait quelque chose ici à Reims? Oui. À Reims, bien sûr, la région Reims, la région est très dynamique. Ne serait-ce déjà d'organiser ces journées-là. On sent que
la grande région en fait partie ici, mais on sent qu'il y a un moteur. Il y a un moteur, une prise de conscience que, au fait, la formation, les métiers, c'est aussi l'emploi local régional. Régional, et c'est pas du tout péjoratif. Ouais, il y a beaucoup de choses de faites ici. Parfait. Et si je puis me permettre, alors vous vouliez parler, mais j'ai une question à vous poser avant que vous, enfin, ou alors je vous laisse prendre la parole. Non, c'était juste pour réagir à ce que disait Bénédicte. À la découverte des métiers d'art a été lancé il y a une dizaine d'années, et c'était un constat porté par Olivier Gabé à l'époque au MAD, aujourd'hui directeur des Arts Déco, des Arts Déco Louvre. C'est qu'en fait une méconnaissance de la chronologie historique. Bon, c'est un fait. Et en fait, il a proposé qu'on aille du sensible au sensé. C'est-à-dire que c'est en passant par le fait de toucher des œuvres, on peut commencer à comprendre un discours historique. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la question de la valeur, elle est aussi bien économique que culturelle. Nous, une tapisserie, quand on montre une tapisserie, là, à tous les coups, on dit mais ça coûte combien? Et quand on leur dit il n'y a pas de prix, une tapisserie de Louis XIV, on ne peut pas la chiffrer. Bien, et là, on sent un certain trouble. On peut dire oui, on peut donner quelques chiffres, quelques millions. Mais quand on commence à les faire tisser et à prendre pour faire juste une ligne de 5 cm et qui vont mettre 45 minutes pour faire 3 lignes, là, ils commencent à toucher du point la valeur du temps, la valeur donc économique, et donc la valeur économique et culturelle que cela donne. Donc en fait, tout ce que l'on défend et tout ce que l'on promeut, c'est pas simplement un savoir-faire, c'est au-delà vraiment une culture du temps, une culture de la temporalité que l'on a eu il y a 30 ans avec la gastronomie, tout simplement. Et si je puis me permettre, mais vous avez presque déjà répondu à ma question, mais est-ce qu'il y aura un avant-après Notre-Dame? On sait qu'on en a parlé encore ce matin lors d'une table ronde, c'est un symbole extrêmement fort, et ça a été une démonstration en un temps pratiquement record, d'une mobilisation. Alors, vous êtes tous mobilisés autour de cette table ronde, mais on voit aussi que dans ces métiers, les corps de métier sont très mobilisés et peut-être ont peut-être plus aussi d'agilité aujourd'hui pour travailler ensemble. Donc c'est aussi une belle démonstration de la force de ces métiers et peut-être de leur évolution aussi avec l'innovation. Oui, il y aurait un après, pour plusieurs raisons. D'abord, mettre 4 ans ou 5 ans pour rebâtir ce qui s'est passé, c'est exceptionnel. On peut être fier quand même que notre pays se soit mobilisé d'abord en termes de ressources financières. L'élan de générosité par le monde et qu'il y a eu en France, c'est quand même exceptionnel. La capacité à rassembler des métiers, des matières premières, c'est des tonnes et des tonnes de bois qu'il a fallu aller chercher dans les forêts, c'est former des ébénistes, c'est former des menuisiers, c'est former des vitraillistes, c'est former des tailleurs de pierre, et ça, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent le faire. Il n'y en a même quasiment aucun, tout simplement. Donc là, cette capacité à entraîner toute une nation derrière la reconstruction d'un symbole aussi fort, on peut estimer qu'il y aura un après, et notamment dans la reconnaissance des métiers. Et on voit bien tous les jours les images qui viennent de Notre-Dame. C'est un chantier quasiment en direct. Parfait. Merci. Est-ce qu'on peut peut-être venir chacun, je voulais vous faire intervenir sur quand même le cœur de cette table ronde, à savoir mieux informer pour mieux recruter. C'est un peu, en fait, vous avez tous lancé, je pense, des nouveaux. Gabriel, vous l'avez évoqué assez précisément, mais vous voulez sans doute rajouter ou peut-être nourrir le propos d'exemples. Je pense que votre force aujourd'hui, c'est aussi dans votre engagement d'avoir tous vraiment innové et avoir imposé des nouvelles méthodes de recrutement. Alors, on voit dans les métiers de bouche l'effet qu'a fait Top Chef et on rêve pour vous d'un Top Chef, enfin d'un top artisan d'art. On y travaille. Ah, ben alors voilà, donne la parole à Bénédicte. Mais est-ce que tu peux revenir aussi sur tout ce que vous avez déjà lancé, les salons, TikTok, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les métiers d'art sont sur TikTok. Voilà. Alors le premier étage de la fusée, c'était effectivement les deux mains du luxe. Donc les deux mains, vous l'aurez compris, et le petit jeu de mots avec deux mains, c'est-à-dire que ce sont des métiers pour demain, ne pas rester dans cette idée que ce sont des métiers d'hier. Nous, on a un petit claim au comité Colbert qui est de dire que l'industrie du luxe est le plus ancien secteur d'avenir. Donc voilà, ne pas cantonner cette industrie dans des métiers qu'on pourrait voir passéistes, mais vraiment, même dans les métiers d'art, aujourd'hui, on ne fabrique pas un objet d'art comme on le fabriquait il y a 30 ans. Donc on a créé cet événement qui s'appelle Les Deux Mains du Luxe, qui en est à sa 3e édition, et avec une montée en puissance grâce à nos maisons qui sont là, et même nos institutions culturelles, puisque le Mobilier National est effectivement présent à chaque édition, et LVMH évidemment aussi
via l'Institut des métiers d'excellence. Et donc là, cette édition qui vient de se tenir à Lyon, et qui a dépassé les 8000 visiteurs, donc très satisfait. Et puis en appui de ça, j'ai souhaité qu'on se développe sur TikTok en se disant finalement, puisqu'il est question de toucher cette jeune génération, et malheureusement elle est aussi sur les réseaux sociaux, heureusement ou malheureusement, donc on s'est lancé sur TikTok il y a maintenant 1 an tout juste, en publiant des petites vidéos des apprentis de nos maisons. On s'est dit les jeunes parlent aux jeunes, et donc des petites vidéos toutes simples, sans prétention, de jeunes qui racontaient pourquoi ils ont voulu devenir ébénistes, joailliers, couturiers, etc. Et avec un hashtag qui était le hashtag savoir-faire. Et donc ce hashtag aujourd'hui, il culmine à plus de 550 millions de vues. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que 550 millions de vues, même TikTok, ils étaient très très surpris du score de ce hashtag. Et alors aujourd'hui, on a été dépassé par un deuxième hashtag sur lequel on commence à travailler, qui est le hashtag apprendre sur TikTok. Et aujourd'hui, ce hashtag-là, apprendre sur TikTok, c'est plus en millions de vues, c'est en milliards de vues. Et donc voilà, donc tout ce qu'on va publier demain, on va joindre les 2 hashtags. Alors voilà, c'est une manière aujourd'hui de s'adresser aux jeunes qui fonctionne. C'est toujours satisfaisant de voir que ce réseau social qui est né de jeunes qui dansaient devant leur téléphone, on a réussi à le faire progresser d'une certaine manière en publiant des contenus un peu plus intelligents, en tout cas sur les savoir-faire. Luc, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il faut s'adresser aux jeunes avec les méthodes qu'ils utilisent. Donc TikTok, et nous, au niveau de l'Institut, j'ai pris le dernier exemple. On a fait 3 vidéos. Bon, très simple. Comment convaincre mes parents que les métiers d'art sont une voie sérieuse? Les 5 choses incroyables que tu ne sais pas sur les métiers d'art. Et on a pris un métier de souffleur de verre. Ça, tout de suite, ça atteint des millions de vues. Et tout ça, c'est un cercle vertueux. Il faut s'adresser à ces jeunes de cette façon-là. Voilà. Alors, quand même, juste, dans la si manière je peux compléter, juste parce que c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant, parce qu'on est sur la thématique de l'information, avec un risque qui est... Parce que, très intéressant, je pense, tout ce qu'on est en train de mettre en place en termes d'information, et les vues sur TikTok, et chez LVMH, on utilise des influenceurs, très bien. Moi, je me rends compte aussi de la limite de ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a porter l'information à connaissance des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Il y a un moment aussi, c'est juste des petites lumières qu'on éclaire. Et moi, je me rends compte qu'il y a un enjeu aussi à ne pas survendre les choses. On a beaucoup d'événements sur place où, effectivement, quand on est avec Louis Vuitton, quand on est avec Chaumet, ils voient des objets incroyables et on leur dit, vous allez voir, c'est des métier dingue, rentrez là-dedans, vous allez vivre votre meilleure vie, etc. Ce que je me rends compte, c'est qu'il va falloir aussi retrouver un espèce d'équilibrage entre une envie de communication et d'information qu'on a tous et une maîtrise de ça. Parce que l'effet boomerang de ça qui va nous arriver en pleine poire dans certaines années, c'est que nous, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont dans les instituts de formation qu'on met en place, qui au bout de 3 mois, ont rêvé une vie qu'ils ne vont pas avoir. C'est-à-dire que derrière tout ça, on ne répond pas forcément aux questions de la rémunération, du parcours de compétences, de la responsabilisation des chefs d'atelier sur quand il peut y avoir une organisation. Je repère mon micro. Voilà, donc et alors, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça sur génial. cette question, je pense non, mais on a un devoir de responsabilité qui est extrêmement fort, et je pense que pour l'instant, on n'a pas encore calé les curseurs. Voilà, c'est juste le sujet. D'où la visite. Et une des raisons... Je partage tout à fait, d'où la visite des entreprises ou des métiers d'art. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle application, et vous avez les 2 parrains, la marraine et le parrain, qui est Bakila, B-A-K-I-L-A-A, qui est une appli qui va sortir, qui emmène ces jeunes à l'intérieur des entreprises. Donc c'est très complémentaire, c'est fait par aussi des jeunes, pour les jeunes, et il faut garder les réalités du terrain et visiter les entreprises. Et c'est l'enjeu, on utilise parce que c'est la société qui est comme ça, des enjeux de temps court. On est sur du TikTok, de l'Instagram, et c'est une temporalité qui est nouvelle, alors que je pense que notre enjeu, c'est des années vers du temps long. Ces métiers-là, c'est pas des métiers du temps court, c'est des métiers où on s'investit sur le long terme et où on acquiert des compétences avec le temps. Et ça, c'est tout un enjeu qu'on doit trouver effectivement sur prendre le temps court pour l'amener vers le temps long. Très bien. Et donc, vous êtes quand même plusieurs aussi à le souligner, aux réticences des parents. Et ça, c'est quand même aussi
une problématique très importante. Je pense que Gabriel, vous l'avez peut-être aussi vu dans votre... Et j'aimerais revenir sur cette question-là, parce que vous pointez quand même sur un élément qui est fondamental, c'est quelles sont les perspectives de ces métiers. Et finalement, je pense que souvent les jeunes, même quand ils sont effectivement séduits par l'approche des métiers que vous montrez, il faut aussi parler un peu des perspectives. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table en expliquant peut-être un peu plus précisément de quel ordre sont les rémunérations aujourd'hui, parce que c'est aussi un frein à ces métiers qui sont quand même extrêmement exigeants, et en durée de formation, et en travail, et souvent parfois aussi physiquement, donc ça fait quand même beaucoup de contraintes. Voilà. Alors nous, nos maisons ont l'habitude, mais peut-être tu veux répondre, nos maisons ont l'habitude de répondre à cette question qui est effectivement cruciale parce qu'elle est pas posée par les parents, elle est posée par les enfants. Hein. À 12 ans, les enfants nous disent combien ça gagne. Donc voilà, c'était peut-être pas une question qu'on se posait, en tout cas dans ma génération, mais aujourd'hui elle est très clairement posée et ils ont raison. Donc la réponse qu'on leur oppose, c'est un artisan en début de carrière, c'est le salaire d'un instituteur. Voilà. Et en fin de carrière, eh bien, un artisan, aujourd'hui, dans une maison, peut gagner davantage qu'un col blanc, qu'un cadre. Donc voilà, un artisan qui devient le chef d'atelier dans une maison de luxe gagne l'équivalent, voire même plus qu'un col blanc. Très bien, parfait. Vous voulez peut-être parler aussi oui, nous, c'est la fonction publique. Ben forcément, c'est différent. Chacun sait, les salaires de la fonction publique fait rêver tout le monde. Donc un licencié en début de carrière va être autour de 1 400 € et terminer vers 3 000 à 4 000 € s'il est chef d'atelier ou autre. Mais justement, pour rebondir, ce qui était important, c'est les types de rencontres que l'on a mis en place où justement il y a des dialogues entre les jeunes et les autres jeunes qui sont à l'intérieur. Alors il y a les 2 mois du luxe, il y a aussi Entrée en matière qu'on a créé avec le campus d'excellence qui est toujours avec les maisons du comité Colbert. C'est le moment où les jeunes qui ont 14, 15 ans, 16 ans vont rencontrer les écoles de formation et les ouvriers d'art qui sont dans les entreprises où ces questions sont posées. Combien vous gagnez ou combien tu gagnes, quelle est ta perspective? Donc c'est aussi ces moments-là, au-delà de l'effet TikTok de quelques secondes, des moments de rencontre où toutes ces questions vont être posées. Ça devient un moment indispensable où c'est pas simplement faire rêver, mais aussi répondre aux questions les plus normales en fait. Comment on peut se projeter dans l'avenir en sachant que nous, Manufacture Nationale, on y rentrait il y a 3 siècles ou il y a 10 ans, on y faisait une vie entière. Aujourd'hui, nous formons à l'école des arts textiles. On sait très bien que plus ça va aller, moins ils vont faire une vie entière en tant que fonctionnaire, technicien d'art. On sait qu'au bout de 10-15 ans, soit par le développement de certaines maladies professionnelles, soit simplement une envie de changer, il y aura du changement. Et tant mieux. Sur les métiers d'art liés au mobilier, il y a aussi un aspect qui est quand même non négligeable, et je pense que la jeunesse, et même chacun, on peut être sensible à ça, c'est aussi le rayonnement de la France à l'international. Il y a quand même beaucoup de commandes à l'international, donc c'est aussi des forts débouchés, mais est-ce que finalement les jeunes le savent? Donc sur le design, sur les commandes, je pense aussi à des liens avec le monde entre guillemets artistique, ce qu'a fait la Villa Albertine, donc peut-être que vous pouvez un peu développer ça. Alors, parce que ça se sait moins, c'est une autre partie de la communication à faire, c'est-à-dire que notre soft power, pour en parler un bon français, est extrêmement important. Nos instituts français, et je reviens d'Afrique du Nord, d'Algérie, où c'est quand même fascinant de voir que les instituts français, là où je suis allé à Oran et à Tlemcen, c'est le seul lieu culturel de la ville, où on parle de la culture française, mais où on aussi parlait design et métiers d'art, et grâce à la Villa Albertine, grâce donc aux instituts français, mais grâce au ministère des Affaires étrangères, on commence à se déployer partout dans le monde, et depuis 2-3 ans, un des vecteurs de développement, c'est le design et les métiers d'art. Ils ont bien compris que c'était un des moyens d'entrer aussi en dialogue avec les cultures locales et pas simplement d'avoir une culture verticale du cinéma, de la musique qui est très bien, qui continuera, mais là aussi se mettre en dialogue avec les besoins du développement durable locaux, les questions de ressources est extrêmement important. Et ça vient. Alors il y a encore une marge de progression sur mieux faire connaître cette valorisation internationale. Alexandre, peut-être que vous voulez intervenir parce que dans votre activité, par définition, le luxe est quand même porté et en tout cas est complètement tourné même sur l'export. Donc, est-ce que vous pouvez évoquer un peu le rayonnement de vos métiers à travers l'activité du groupe et aussi expliquer peut-être votre démarche plus précisément chez LVMH Métiers d'Excellence dans le projet d'avoir aujourd'hui un lieu fixe alors que vous aviez aussi fait des opérations mobiles. Qu'est-ce que ça apporte puisqu'on est là pour parler aussi de la manière d'informer et qu'elle est autre?
dans cette démarche, je crois. Alors, 2 questions. La première, c'est qu'effectivement, le groupe LVMH, c'est un groupe qui a une présence mondiale. Et là, on parle du savoir-faire français, mais on travaille aussi avec des maisons qui sont aussi implantées en Italie, en Espagne, avec la variété du groupe. Donc, en fait, les métiers d'excellence, ils ont pour vocation à travailler sur tous les pays où on a une empreinte artisanale. Et pratiquement, depuis 2014, et je salue Florence Rambaud qui est dans la salle, qui est à l'origine de ce projet, ça a été la création de l'Institut qui met en place des formations avec des écoles de référence sur les différents pays. Donc on va former les jeunes au métier du soulier en Italie, on va former les jeunes avec les compagnons du devoir en France sur la maroquinerie, avec la haute école de joaillerie, etc., etc. Jusqu'à récemment monter une formation aux États-Unis avec Tiffany, qui est un pays où le savoir-faire n'est pas sur ces savoir-faire du luxe natif dans le DNA culturel. Et donc on crée quand même des formations. Donc on est vraiment, et comme disait Bénédicte, on commence à avoir des formateurs, mais c'est pas notre métier d'être formateur à la base. On a par voie de conséquence dû créer des formations en s'appuyant sur des gens qui sont des spécialistes. Donc on a vraiment une empreinte internationale. Le deuxième sujet dont on est très content, et là je touche tout le bois qu'il y a dans cette salle par la pensée, c'est qu'on va ouvrir une maison des métiers d'excellence. C'est pour répondre à quel besoin? Le besoin, déjà, moi je suis très très fier parce que c'est pas une maison qui vend des produits LVMH. Donc c'est un autre type de contribution qu'on va faire à la société. C'était vraiment l'idée de se dire que tant qu'on n'a pas un lieu à Paris qui permette d'ouvrir ses portes pour que quelqu'un qui soit jeune, senior, juste ignorant des savoir-faire, amateur des savoir-faire, puisse à un moment rentrer et se mettre dans la peau d'un artisan au moins une journée, on n'aura pas commencé le... L'idée, c'est d'avoir un lieu dans Paris, dans le 8e arrondissement, 2000 m², où on va retrouver des ateliers de savoir-faire animés par des artisans de LVMH, d'ailleurs, puisqu'on va aussi faire des partenariats avec des artisans externes, pour faire des ateliers de découverte des savoir-faire. Et vraiment, les visiteurs puissent expérimenter la calligraphie, par exemple, ou la marqueterie. On va inviter les artisans sur le sujet. Donc on est très fiers parce que c'est un lieu qui va être ouvert à toutes les populations et on espère que ça va au moins expliquer ce que sont les dessous des métiers d'artisanat, de comprendre pourquoi un objet est créé comme ça, pourquoi il a cette valeur-là, pourquoi c'est des objets qui se transmettent et on espère au moins créer quelques vocations. Parfait. Alors, à travers vos actions, je pense qu'il y a aussi, cette volonté de montrer justement l'essence même de ces métiers. Est-ce que vous pouvez nous dire si depuis la pandémie, puisqu'on n'a pas arrêté de dire qu'il y avait davantage une quête de sens dans la recherche des métiers, vous parliez tout à l'heure de la reconversion, est-ce que vous avez l'impression que justement le dialogue se fait plus facilement quand vous faites des portes ouvertes ou des actions sur ces métiers? Tout à fait. Et on a aussi omis de parler... de l'apprentissage. Il y a TikTok, mais aussi il y a l'apprentissage. Et malheureusement, il n'y a que 16% des entreprises du secteur qui ont fait appel à l'apprentissage. Donc il faut aller au-delà, parce que nous, tous nos apprentis, on les garde généralement, on les garde dans l'entreprise. Et c'est bien de lier à la fois le concret et la théorie. Sur le volant international, nous, on réalise 40% de notre activité à l'export. On est une petite entreprise, Saint-James, c'est pas, mais 40% à l'export. Effectivement, si les Japonais, les Coréens ou d'autres viennent chercher la marinière Saint-James, c'est qu'ils viennent chercher la qualité. Voilà. Pour répondre à votre question, oui, la première question que l'on posait dans nos générations, qu'on soit du col blanc ou col bleu, c'est combien on gagne. D'accord ? Après, ça a été combien d'heures on travaille. Maintenant, est-ce que l'entreprise a une démarche RSE? Tout ça, ça va dans le bon sens. C'est plus tout à fait la même motivation. Le salaire, c'est très important, mais ne vient pas en priorité. C'est la démarche sociétale de l'entreprise. Donc, il faut que nos entreprises, et le luxe le fait très bien, travaillent sur l'attractivité de la marque. Voilà, on est fiers, une fierté de travailler. Si je puis me permettre, je crois que Gabriel Desgérès, vous avez vraiment aussi cette approche. Vous citiez tout à l'heure des exemples, le côté durable. Enfin voilà, c'est aussi amener, en fait, accompagner sur la connaissance de ces métiers à travers ces problématiques aussi, non? Aujourd'hui, on dit beaucoup et trop souvent, je trouve que la transition écologique, elle se fera grâce à la nouvelle génération. Mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, le choix de faire un métier qui a du sens, c'est
un privilège de privilégiés. Aujourd'hui, quand on regarde les résultats de l'IFOP qui ont été conduits par Jean Covici pour voir quelle est la tranche de population qui est la plus engagée dans les petits gestes du quotidien en matière d'éco-responsabilité, c'est les plus de 60 ans. Aujourd'hui, à 25 ans, on rêve toujours de rouler dans une SUV. Donc je pense qu'il faut quand même déconstruire aussi, on parlait des parents tout à l'heure, déconstruire c'est quoi réussir socialement. Et aujourd'hui, un parent, il pense que devenir commercial chez Bouygues ou SFR, c'est une réussite sociale beaucoup plus sexy que de laisser partir son enfant en ciselure, alors que les salaires vont pas être mirobolants quand on va bosser chez SFR. Alors que si on devient un très très bon ciseleur et qu'on passe de main en main chez Rémi Garnier, chez Hermès, enfin à l'orfèvrerie, on peut vraiment, si on est très très bon, avoir de l'or dans les mains et en plus avoir des perspectives. De la reconnaissance financière, mais aussi sociale, parce que finalement, quand on fait apparaître un objet sur Terre avec ses mains et à partir de ressources locales, je crois que ce qui se passe en soi, c'est la confiance en soi, et ça, c'est la plus belle chose qu'on peut donner à un jeune.